Bonjour chers auditeurs, nous abordons un troisième entretien intitulé « À l'école d'Aristote, le réalisme dans la recherche des causes ». Cet entretien s'intègre dans la session « Dialogue sur la jeunesse de l'esprit ». Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote, disciple de Platon, conteste cette vision idéaliste qui exclut le monde sensible de la vie de l'esprit, considéré comme l'apparence du réel, la forme soumise au mouvement, puis à la corruptibilité. N'oublions pas que Platon désigne le corps tombeau de l'âme. L'âme humaine en tant que participation de l'âme du monde spirituel, détachée de la matière. D'où la nécessité de la réminiscence qui est l'appel de vie au retour nostalgique vers le paradis perdu dans cette chute de l'âme dans un corps. Si la doctrine de Platon peut être considérée comme une philosophie de l'âme, celle d'Aristote est en premier lieu une philosophie de l'intelligence, de la raison qui n'est pas raisonnement, une philosophie de l'intelligence à la recherche de l'être, donc une philosophie de l'être. La raison, du latin ratio, désigne la faculté, la capacité intellectuelle profonde en l'homme, enracinée dans l'être, ce qui est. D'où la recherche de la vérité, finalité de la vie rationnelle, bien de l'intelligence, dans l'adéquation entre ce que je pense, ce que je dis, ou ce que je fais, et ce qui est, la réalité en tant qu'elle est, donc entre la pensée et l'être. Pour Platon, fondateur de la pensée idéaliste, l'intelligence doit se séparer de sa vie sensible pour aller saisir la réalité, puis la réalité première, qui est le vrai en soi, le bien en soi, le beau en soi, au-delà du monde sensible, qui n'est qu'apparence formelle, pour saisir la forme première, la forme en soi, principe de vie en Dieu. Aristote réagit en signifiant à son maître que la réalité ne peut être saisie par une abstraction dans les idées, selon la théorie des formes, mais par l'entrée dans l'intelligibilité de l'être. Il s'agit du cheminement de l'intelligence par voie inductive, c'est-à-dire de l'effet à une cause. L'être de la réalité est alors saisi en amont de la forme sensible. Cette saisie réclame en premier lieu de poser le jugement d'existence
ceci est. Pour entrer ensuite dans l'intelligibilité de la réalité, ce que l'intelligence peut saisir d'elle. N'est-ce pas le propre de l'intelligence, intus legere, son étymologie latine qui signifie lire de l'intérieur? Il s'agit donc du passage du visible à l'invisible, la forme sensible de la réalité à l'invisible, sa connaissance approfondie au-delà de la forme sensible. Car toute réalité est saisie dans sa forme par les sens. De l'effet à la cause, tel est le mode de l'induction, à l'inverse de la déduction, celui de la cause à son effet. Aristote désigne par le mot grec nous l'intelligence séparée de la matière. Aussi la ratio, la raison tournée vers l'être, doit être comprise comme le fondement réel de l'intelligibilité de l'être, le fondement de la pensée dans l'être. Au XVIIe siècle, n'est-ce pas l'erreur de Descartes, maître de la pensée française, d'avoir enfermé l'être dans la pensée? Cogito ergo sum, je pense, donc je suis. La pensée cartésienne réduit alors la raison au raisonnement, qui est le mouvement de la pensée sur elle-même dans une immanence vers l'infini. Puis au XIXe siècle, Hegel idéalise ce mouvement de l'infini à un absolu du devenir. Hegel, le grand philosophe allemand. Le sommet de la vie de l'intelligence devient la pensée absolue, ramenant le fameux noésis noéseos grec, qui est la pensée de la pensée d'Aristote, de l'être au devenir, avec Hegel. Or, pour Aristote, la pensée de la pensée est Dieu, l'être premier, cause des causes. Ainsi, en premier lieu dans l'histoire de la philosophie grecque, berceau de la pensée occidentale, Aristote réagit face à Platon pour maintenir le réalisme de la vie de l'intelligence en lui attribuant sa vraie nature, sa pleine dimension originelle, tournée vers l'être donc. Il cherche la vérité, ce qui est, en allant à la recherche des causes inhérentes à la réalité elle-même, du visible à l'invisible. Aussi utilise-t-il la méthode inductive dans l'abstraction de l'intelligence pour analyser et découvrir une cause propre, un principe qui est un premier selon l'ordre de nature dans la réalité étudiée. Telle est l'activité profonde de l'intelligence en remontant les causes successives vers la cause première. Partant d'un effet à une cause, de la réalité reçue par sa forme sensible, Aristote écrit au livre 2 de la métaphysique. C'est aussi, à bon droit,
que la philosophie est appelée la science de la vérité. En effet, la fin de la spéculation est la vérité, et celle de la pratique, l'œuvre. Car même quand ils examinent le comment, les hommes de pratique ne considèrent pas l'éternel, mais le relatif et le présent. Or, nous ne connaissons pas le vrai sans connaître la cause. De plus, la chose qui possède éminemment une nature est toujours celle dont les autres choses tiennent en commun cette nature. Par exemple, le feu est le chaud par excellence, parce que dans les autres êtres, il est la cause de la chaleur. Ainsi, ce qui est la cause de la vérité qui réside dans les êtres dérivés est la vérité par excellence. De là vient que les principes des êtres éternels sont nécessairement vrais par excellence. Car ils ne sont pas vrais seulement à tel moment, et il n'y a pas de cause de leur être. Au contraire, ce sont eux qui sont la cause de l'être des autres êtres. Ainsi, autant une chose a d'être, autant elle a de vérité. Voilà ce qu'écrit Aristote au livre 2 de la métaphysique. Aristote unit la philosophie à la recherche de la vérité, considérant que la question de l'être, le ce qui est, de toute réalité, est reçue dans la découverte des causes inhérentes à la réalité elle-même, d'où la démarche de l'intelligence par voie inductive de l'effet à la cause. La cause, la causalité, est le passage d'un fait observé ou constaté au pourquoi de ce fait, du comment il se manifeste au pourquoi de sa détermination et de sa finalité d'être. Le fait est évident, il s'impose de lui-même. La vie quotidienne le manifeste sans cesse. Je vois ou je fais telle chose. Telle chose se passe ou m'arrive. Telle réalité se transforme au fil du temps et des événements. Pourquoi ? D'où cela vient-il ? Quelle peut en être la cause ? La cause donne sens au passage de quelque chose de visible à son antériorité cachée ou invisible, que l'intelligence peut découvrir, pour une part, à condition de la chercher. N'est-ce pas le propre de son activité ? Elle est intus legere, lire de l'intérieur. Aristote désigne 5 causes possibles en philosophie. La cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente, la cause exemplaire, la cause finale. La cause matérielle répond à la question « en quoi ?» C'est la matière. Elle est la cause provenant de la matière. La matière caractérise le fondement du devenir. Tout conditionnement, tout devenir, tout mouvement provient d'une cause matérielle. Le bois pour l'arbre, la chair pour l'homme,
Au niveau de l'être, elle n'existe pas, car elle est de l'ordre du devenir, tandis que l'être se situe au-delà du devenir, hors de toute matière. Deuxième cause. La cause formelle répond à la question « qu'est-ce ?» C'est la détermination, la forme donnée à la matière, ce qu'elle est. La cause formelle est la recherche de la forme, de la détermination de la réalité, ce qu'elle est en tant que réalité. Un arbre ou le corps de l'homme. Au niveau de l'être, la cause formelle répond à la question « qu'est-ce que l'être ?» Elle existe, mais se situe donc au-delà du devenir, au-delà du mouvement. La cause efficiente répond à la question « d'où cela vient-il ?» C'est l'origine, la provenance de l'effet, liée à la relation matière et forme. C'est le conditionnement, le comportement, le devenir de l'arbre dans l'univers ou du corps pour l'être vivant. Il est lié à la matière, au devenir. L'être, ce qui est, étant au-delà de ce qui devient, n'a donc pas de causalité efficiente. Quatrième cause. La cause finale répond à la question « en vue de quoi ?» C'est la fin, la finalité. En vue de quoi telle réalité existe-t-elle? En vue de quoi l'homme travaille-t-il? Quelle est la finalité du travail, de l'amitié, de la vie politique, de la vie humaine? Au terme, en vue de quoi l'homme existe-t-il? Au niveau de l'être, la cause finale répond à la question « en vue de quoi l'être ?» C'est l'être en acte, principe, selon la fin de ce qui est. La vision est faite pour l'acte de voir. La jambe est faite pour l'acte de marcher. Et l'intelligence, par exemple, est faite pour la finalité, qui est ce qui est, donc la recherche de la vérité. À ces quatre causes principales, il faut ajouter une cinquième, qui est une cause secondaire. La cause exemplaire répond à la question « sur le modèle de quoi ?» L'artisan travaille à partir d'un modèle dont il s'inspire en partie ou totalement, d'où une part éventuelle d'initiative. Pour Platon, la vie contemplative repose sur une cause idéale, qui est une cause exemplaire. Dans la vie humaine, les valeurs regardent la cause exemplaire. Au niveau de l'être, elle n'existe pas, car elle relève de la forme dans l'ordre du devenir. Par contre, elle existe dans la philosophie de Platon avec la réminiscence de la forme à la forme en soi. Au livre 2 de la physique, Aristote distingue un ordre entre ces quatre causes. Je le cite, « Toutes les causes que nous venons de citer tombent dans les quatre modes les plus manifestes. » Fermez les guillemets. La cause matérielle est la première des causes
dans l'ordre du devenir, précédant la cause formelle. Elle-même précédant la cause efficiente, toute antérieure à la cause finale, terme et sommet des causalités. Car elle leur donne leur sens et leur signification. D'où l'importance de la cause finale dans la réalité, en particulier pour celle de l'être vivant qu'est l'homme. C'est d'elle que vient le sens des activités humaines et, au sommet, le sens de la vie. Après la recherche des causes, il est nécessaire d'ajouter une particularité liée à la vie de l'esprit. L'intelligence possède deux ordres propres. L'ordre du devenir, inhérent à la matière, et l'ordre de perfection, dépassant la matière. Pour comprendre cela, il suffit de prendre un exemple que tout le monde connaît. Qu'est-ce qui est premier, l'œuf ou la poule? C'est l'œuf dans l'ordre du devenir, puisque avant de devenir une poule, elle est un poussin. Et avant de l'être, elle est un œuf, dans un œuf. C'est la poule dans l'ordre de perfection, car la poule marque la fin de la croissance de l'œuf devenu poussin, puis poule ou coq. Sans opérer cette distinction entre les deux ordres propres à la vie de l'intelligence, il n'est donc pas possible de répondre à cette fameuse question. Sur les 4 causes, 2 appartiennent à l'ordre du devenir, les causes matérielles et la cause efficiente, et 2 à l'ordre de perfection, de l'ordre de l'être, la cause formelle et la cause finale. En s'enfermant dans le devenir et son conditionnement, l'intelligence ne saisit plus la cause finale, d'où la part existentielle donnant sens à la vie humaine. D'où l'importance capitale de la métaphysique, qui est la science de l'être, dont Aristote fut l'initiateur à la suite du précurseur que fut Socrate. La recherche de la vérité, incluant la recherche des causes, manifeste l'activité fondamentale de l'intelligence, son bien propre, dans l'ordre non pas du possible, dans l'imagination, mais du nécessaire, dans l'intelligence, venant de la réalité, reçue de la réalité. Elle est la porte de la sagesse, et sans elle, la philosophie n'existe plus, devenant une idéologie. L'amour de la sagesse cède sa place au discours des idées, à l'immanence de la pensée se substituant à la transcendance qu'est la réalité, transcendance autre que soi. Pour Aristote, à son sommet, la recherche de la vérité mène à la contemplation, qui n'est pas la contemplation des formes, qui n'est pas la réminiscence de l'âme dans les idées, mais l'union de l'être à sa cause première, l'être premier, Dieu. Aussi Aristote en tire-t-il une conséquence, une exigence de vie,
au livre premier de l'Éthique à Nicomaque. Je le cite. Mais on admettra peut-être qu'il est préférable, et c'est aussi pour nous une obligation, si nous voulons du moins sauvegarder la vérité, de sacrifier même nos sentiments personnels, surtout quand on est philosophe. Vérité et amitié nous sont chères, l'une et l'autre, mais c'est pour nous un devoir sacré d'accorder la préférence à la vérité.